Un tsunami frappant les grandes villes, sur ou près de la mer Méditerranée et dans la partie nord-est de l'océan Atlantique, n'est pas une question de si, mais de quand. Il est effrayant et surréaliste de penser que des endroits comme Cannes ou Barcelone pourraient soudainement être frappés par une énorme vague. Mais le fait est que les côtes européennes se trouvent dans des zones tectoniques actives. Seulement environ 10% de tous les tsunamis dans le monde se produisent en Méditerranée. Et il y a eu au moins 290 tsunamis dans cette zone depuis 1600 avant notre ère. Malgré le nombre relativement faible, ce phénomène a causé de nombreuses catastrophes dévastatrices au cours de l'histoire de l'Europe. En 1755, un séisme de magnitude 8.5 dont l'épicentre se trouvait à l'ouest-sud-ouest du cap Saint-Vincent a déclenché un tsunami qui a détruit la majeure partie de Lisbonne, la capitale du Portugal. Environ 40 minutes après le tremblement de terre, cette vague massive a frappé le port et le centre-ville, remontant rapidement le fleuve Tage. Le phénomène était si rapide que plusieurs personnes à cheval ont dû galoper vers des hauteurs pour éviter d'être emportées. Et ce n'était que le début d'un cauchemar, avec 2 autres vagues terrifiantes qui ont frappé Lisbonne juste après. Une catastrophe comme celle-ci est similaire à ce que nous voyons dans l'océan Pacifique plusieurs fois par siècle. Mais dans l'Atlantique, c'est très rare. Ce genre de tsunami majeur est censé se produire tous les 3 à 5 siècles. Mais maintenant, cela pourrait arriver demain. Marseille en France, Chipiona en Espagne et d'autres villes figurent sur la liste des lieux importants qui pourraient être inondés bientôt, avec une probabilité d'environ 100% d'être frappés par un tsunami au cours des 30 prochaines années. Les statistiques montrent que la vague atteindra probablement plus de 1 mètre de haut. Je sais, cela ne semble pas beaucoup. Surtout puisque quand nous pensons au tsunami, nous imaginons des vagues terriblement hautes, comme celle qui a frappé la baie de Lituya en Alaska. Dans ce cas, la vague mesurait plus de 518 mètres de hauteur. Mais nous devons nous rappeler que même des vagues de seulement 50 cm de haut peuvent être dangereuses pour les nageurs. Car ce n'est pas seulement la hauteur du tsunami qui compte, mais aussi le flux et le mouvement de l'eau. Sans parler des inondations, qui peuvent endommager les plages, les ports et les rues. Si le littoral possède un petit port et que le front de mer est exceptionnellement bas, comme à Cannes, cette catastrophe naturelle pourrait être beaucoup plus dangereuse. Les tsunamis d'environ 2 mètres de haut peuvent soulever des voitures du sol, tandis que des vagues plus petites peuvent créer des murs d'eau se déplaçant à 65 km/h. De plus, il y a ces événements plus petits qui ne détruiront peut-être pas tout mais peuvent quand même coûter une fortune. Par exemple, des bancs de sable gigantesques qui se déplacent sur le fond de l'océan, comme des dunes de sable qui se déplacent dans les déserts. Ils peuvent endommager des pipelines ou des câbles sous-marins pour Internet et communication. Et cela finit par coûter des millions de dollars aux entreprises et au gouvernement. C'est pourquoi des organisations comme l'UNESCO s'inquiètent de la possibilité qu'un tsunami dangereux frappe bientôt l'Europe. Elles font donc tout leur possible pour prévenir des scénarios apocalyptiques. Comme ce qui s'est passé en 2004 quand un tremblement de terre au large de la côte de Sumatra, Indonésie, a provoqué des vagues de plus de 30 mètres de haut dans les communautés côtières, entraînant la perte de plus de 200 000 vies. Et n'oublions pas 2011, lorsqu'un tremblement de terre au large de la côte de Tohoku, au Japon, a déclenché un tsunami qui a atteint environ 9,6 km à l'intérieur des terres et provoqué un grave accident nucléaire dans une centrale électrique le long de la côte. Plus de 16 000 personnes ont perdu la vie dans cette tragédie, et l'événement a entraîné des milliards de dollars de dégâts aux infrastructures. Ces catastrophes ont été de sérieux avertissements, et nous avons parcouru un long chemin depuis 2004. Nous sommes beaucoup plus en sécurité aujourd'hui, en grande partie parce que le système d'alerte au tsunami est très efficace pour détecter rapidement cette situation dangereuse. Contrairement à de nombreux autres phénomènes naturels, un tsunami peut être anticipé. Nous n'avons peut-être que quelques minutes pour agir, mais si nous savons tous quoi faire, de nombreuses vies peuvent être sauvées. Et dans la plupart des régions du monde, des sirènes sont couramment utilisées pour alerter les gens des tsunamis. Pour déclencher la sirène le plus tôt possible, les alertes initiales de tsunami se basent généralement uniquement sur les données sismiques. Tout d'abord, les spécialistes reçoivent des informations sur un tremblement de terre. Les ondes sismiques se déplacent environ 100 fois plus vite que les tsunamis. Ainsi, ils ont suffisamment de temps pour analyser les données et déterminer si le tremblement de terre a pu générer un tsunami, et s'ils doivent émettre une alerte de tsunami initiale. Dans les centres d'alerte américains, par exemple,
Les scientifiques émettent généralement des alertes initiales dans les 5 minutes suivant un tremblement de terre. Si un tsunami est suspecté, ces alertes peuvent également inclure des informations sur les heures d'arrivée des vagues, des actions recommandées et les impacts potentiels. Mais tirer la sonnette d'alarme ne suffit pas. Pour sauver des vies, les communautés côtières doivent également être formées à réagir rapidement et de la meilleure façon possible. C'est pourquoi l'UNESCO a produit ce programme appelé Tsunami Ready, visant à former les personnes vivant dans les zones côtières à risque sur la manière d'agir en cas de tsunami d'ici l'année 2030. L'idée est d'aider les communautés à rester en sécurité en leur apprenant à protéger leurs moyens de subsistance et à préserver leurs maisons. Être reconnu comme Tsunami Ready par l'UNESCO ne signifie pas qu'une communauté est à l'abri des tsunamis, bien sûr. C'est plutôt une reconnaissance qu'ils ont adopté toutes les mesures possibles pour atténuer les risques de tsunami. Ainsi, les autorités aident les communautés à se préparer en installant des panneaux d'évacuation, en établissant des procédures de sécurité et en créant des plans pour avertir les touristes. Comme l'Espagne, qui a distribué des panneaux d'alerte au tsunami le long de toute la côte, ainsi que des panneaux indiquant les routes d'évacuation vers des terrains plus élevés. Et l'Espagne ferait mieux d'être préparée. Je veux dire, seulement 7 tsunamis ont frappé le pays depuis l'année 365, donc il est difficile de prévoir les effets d'un tel événement. Mais il pourrait être dévastateur, étant donné que les zones côtières espagnoles sont tellement importantes économiquement. Il y a aussi une zone dangereuse dans la faille d'Averroès, sous la mer d'Alborán. Si un tremblement de terre se produit à ce point, les gens auront seulement 21 minutes pour échapper à un tsunami. UNESCO a également établi 12 centres d'alerte au tsunami, qui couvrent également l'Europe. Cette initiative implique 5 centres situés dans les régions méditerranéennes et nord-est atlantique. Ces centres peuvent sauver des milliers de vies car ils surveillent les perturbations océaniques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ensuite, après avoir analysé la menace, ils envoient des messages en fonction du potentiel de l'événement à provoquer un tsunami. L'échelle d'intensité va de aucun effet à complètement dévastateur. Et par cela, ils comprennent que presque tous les bâtiments en briques pourraient être démolis par les vagues, et même les structures en béton les plus renforcées pourraient subir de lourds dégâts. Jusqu'à présent, nous avons principalement parlé des tsunamis causés par des tremblements de terre le long des frontières des plaques tectoniques convergentes. En fait, les tremblements de terre ont représenté plus de 80% des tsunamis depuis 1900. Mais les tsunamis peuvent aussi résulter de glissements de terrain, d'éruptions volcaniques et même d'impacts de météorites. Les experts s'inquiètent également du fait qu'avec les changements climatiques actuels, nous pourrions voir apparaître plus de météo-tsunamis en Méditerranée. Ceux-ci sont déclenchés par des conditions météorologiques anormales et peuvent perturber toute côte ayant un fond marin peu profond. Ils ne sont peut-être pas aussi énormes ou célèbres que ceux provoqués par les tremblements de terre, mais ils peuvent tout de même causer des dégâts matériels importants et mettre les gens en danger. Par exemple, en 2006, un météo-tsunami a frappé le port de Ciutadella sur l'île espagnole de Minorque. Des yachts ont été projetés les uns contre les autres et ensuite échoués sur le fond du port à mesure que l'eau se retirait, ce qui a entraîné un tremblement de terre sous-marin ouvre une énorme fente dans le plancher océanique. Un grand volume d'eau se déplace pour remplir la fissure. En même temps, à partir de ce point, des vagues commencent à se propager. Au début, elles ne font que 30 cm de haut, mais plus elles se rapprochent du rivage, plus elles grandissent. Lorsque les vagues atteignent les eaux peu profondes, elles commencent à ralentir. Et c'est avec leur partie inférieure qu'elles touchent les terres en premier. Cela crée un effet de vide qui aspire l'eau loin des côtes. Le sol des ports et le fond de la mer sont maintenant visibles. Ensuite, un énorme mur d'eau vient frapper le rivage. Il anéantit tout sur son passage. Quelques minutes plus tard, généralement d'autres vagues arrivent. Un tsunami peut également avoir pour cause un glissement de terrain, non loin d'une grande étendue d'eau. D'énormes quantités de bois, de terre et de roches tombant dans un lac ou un océan, produisant d'immenses vagues. Et les éruptions volcaniques sont responsables de 5% des tsunamis dans le monde. Ils peuvent déplacer de grands volumes d'eau et générer de grosses vagues. Certains tsunamis sont causés par des météorites qui frappent notre planète. Si l'un de ces bolides, chauffé à blanc, frappe l'océan, la collision sera suffisamment puissante pour provoquer un tsunami extrêmement puissant.
Lorsqu'un tsunami commence à se former, ces vagues ne font généralement que 30 cm de haut. Voilà à quoi ressemble une petite vague. Elle arrive à la taille d'une personne moyenne. Les surfeurs appellent ces vagues plutôt grosses des double overheads. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit près de la côte sud du Chili. Il a provoqué un tsunami qui a atteint Hawaï, le Japon et les Philippines. La plus grande vague de ce tsunami était aussi haute qu'un immeuble de 5 étages. La plus grande vague jamais surfée faisait la moitié de la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Gareth McNamara a établi ce record en 2011 à Nazaré, au Portugal. En 1995, des scientifiques ont prouvé l'existence des vagues scélérates, des houles soudaines et inattendues. Ce jour-là, ils ont vu une vague de 25 mètres. Elle était plus haute que le plus grand avion de ligne au monde, l'Airbus A380. Le colosse était entouré de vagues plus petites, mesurant 6 mètres de haut. Les vagues du tsunami Tohoku en 2011 furent provoquées par le plus puissant tremblement de terre de l'histoire du Japon. La vague la plus haute faisait presque la moitié de la hauteur du pont de Brooklyn. L'éruption volcanique du Krakatoa en 1883 a produit le son le plus violent jamais entendu à la surface de la planète. La plus haute vague du tsunami formée par l'éruption était aussi haute que la Statue de la Liberté. Le tsunami des îles Aléoutiennes en 1946 a été déclenché par un puissant tremblement de terre un 1er avril. La plus haute vague de ce tsunami était un peu plus haute que le Colisée de Rome. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien a commencé le lendemain de Noël. Il a été provoqué par un puissant séisme sous-marin, dont les secousses ont produit une série de très grandes vagues. La plus haute d'entre elles atteignait presque la hauteur de la tour de Pise. L'un des glissements de terrain les plus désastreux a frappé la vallée de Lodalen en Norvège en 1936. Un énorme morceau de roche, presque 2 fois plus grand que la tour Eiffel, s'est détaché et s'est précipité dans le lac Lovatnet. Cela a provoqué une énorme vague de tsunami qui était presque aussi haute que le Taj Mahal en Inde. Le méga tsunami du Groenland de 2017 a été provoqué par un énorme glissement de terrain dans l'un des fjords. Les vagues qui ont inondé le rivage atteignaient la hauteur de Big Ben. Une puissante éruption volcanique a provoqué un glissement de terrain sur un dôme de lave vieux de 4000 ans. Cela a provoqué le méga tsunami du mont Unzen. La plus grande vague faisait la moitié de la hauteur de la Space Needle de Seattle. Le méga tsunami de l'île de Fogo s'est produit il y a 73 000 ans, quand une partie du volcan Pico de Fogo s'est effondrée dans la mer. La plus grande vague de ce tsunami était aussi haute que le Washington Monument. Lorsque les 457 mètres supérieurs du mont Sainte-Hélène ont explosé, cela a provoqué un énorme glissement de terrain. Une partie de cette avalanche a plongé dans le lac Spirit. Cela a provoqué une vague qui faisait plus de la moitié de la hauteur de la tour Eiffel. Le méga tsunami du barrage du Vajon s'est produit lorsqu'un glissement de terrain a entraîné 255 millions de mètres cubes de forêt, de terre et de roches dans le lac. Une vague colossale a dépassé le bord du barrage, emportant tout sur son passage. Sa hauteur était supérieure à celle du Golden Gate de San Francisco. Un glissement de terrain dans la baie Litua en Alaska a provoqué une méga vague, l'une des plus grandes jamais enregistrées. Le méga tsunami a déferlé sur le promontoire emportant les arbres, les plantes et la terre jusqu'à la roche-mère. La vague a atteint plus de la moitié de la hauteur du Burj Khalifa, la plus haute construction du monde. Un tiers du volcan Molokai Est à Hawaï s'est effondré et est tombé dans l'océan Pacifique. Cela a déclenché un tsunami de la taille du 2e plus grand bâtiment au monde, la tour Shanghai. Le plus puissant séisme jamais enregistré à l'est du fleuve Mississippi, survenu il y a plus de 200 ans, n'est jamais terminé, selon certains scientifiques. La plupart des séismes durent de quelques secondes à quelques minutes, et le record officiel jusqu'à présent est un séisme silencieux à Sumatra qui a duré 32 ans. Cet événement de glissement lent a déclenché un séisme massif et un tsunami. Alors, si c'est vrai que le tremblement de terre de New Madrid envoie toujours des répliques, nous aurons un nouveau nom en tête de cette triste liste. Le tremblement de terre a commencé en décembre 1811, par une puissante secousse dans une partie peu peuplée du nord-est de l'Arkansas. On a ressenti les secousses à près de 1600 km de distance à la Maison-Blanche, et les cloches des tours sonnaient à Boston, encore plus loin. Il a même fait couler le puissant Mississippi à l'envers pendant quelques minutes sur de nouvelles cascades formées par le sol déplacé. La ville de New Madrid, dans le Missouri, a complètement disparu dans la catastrophe.
La Terre ne resterait pas immobile jusqu'à la fin de janvier de l'année suivante, lorsque les choses sont redevenues sérieuses. Un énorme tremblement de terre a frappé, cette fois près de la jonction de l'Ohio River et des Mississippi Rivers, juste dans le talon de la botte du Missouri. Les géologues pensent que c'était une rupture sur la faille de New Madrid, mettant encore plus de pression sur la faille de Real Foot toute proche, juste quand les gens pensaient que cela ne pouvait pas empirer. 2 autres semaines de tremblements ont passé, et la faille de Real Foot a cédé en profondeur sous New Madrid. Dans le Tennessee, environ 24 km au sud de New Madrid, le soulèvement du sol a créé le lac Real Foot. Des bateaux à vapeur naviguaient le long de la rivière, avec des milliers d'arbres flottants et des hectares de bois déchiquetés par le séisme. À St. Louis, Missouri, qui est à 257 km de distance, les bâtiments ont été gravement endommagés et les cheminées sont tombées à Cincinnati, Ohio, à 644 km de distance. Les gens jusqu'à Montréal, Canada, à plus de 1600 km de distance, ont ressenti le tremblement de la Terre. Les sismologues ont enregistré environ 200 petits tremblements de terre dans la zone sismique de New Madrid chaque année depuis 1974. Certains chercheurs estiment que jusqu'à 30% de ceux-ci étaient des répliques de ces grands séismes survenus en 1811 et 1812. Dans certaines parties des États-Unis, où il n'y a pas beaucoup d'activité tectonique, ces répliques pourraient continuer à gronder pendant des années, peut-être même des siècles, après les grands séismes. Les répliques sont la façon dont la Terre libère toute cette tension accumulée à partir du séisme principal. Lorsque le sol tremble à cause du premier séisme, il exerce une tonne de pression sur les roches à proximité. Et quand ces roches ne peuvent plus supporter cette pression, elles se fissurent, causant encore plus de secousses, c'est la réplique. Elles peuvent être assez intenses, surtout juste après le séisme principal, mais elles s'affaiblissent avec le temps. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord pour dire que les tremblements de terre contemporains ont un lien avec ceux d'il y a 200 ans. Nous associons principalement les failles à ces lignes où les plaques terrestres se rencontrent. Mais il existe un réseau entier de ces dernières juste sous le centre de la plaque nord-américaine. Ils sont comme des reliques datant de 750 millions d'années, quand l'Amérique du Nord faisait partie d'un supercontinent appelé Rodinia. Lorsque Rodinia a commencé à se disloquer, il a laissé derrière lui ses rifts, des points faibles de la croûte terrestre qui s'étendent en profondeur, sous le Midwest moderne. Cela pourrait expliquer l'activité sismique. Une équipe internationale de géologues a décidé de jeter un nouveau regard sur 3 tremblements de terre majeurs qui ont secoué l'Amérique du Nord et de mettre fin au débat. Ils ont utilisé une nouvelle méthode mathématique appelée le plus proche voisin. Celle-ci stipule que si des tremblements de terre sont trop proches dans l'espace, le temps et la magnitude pour être considérés comme des événements indépendants de fond, alors on suppose que l'un a déclenché l'autre. Selon la manière dont vous observez les chiffres, entre 10 à 65% des récents tremblements de terre dans la région pourraient être des répliques de ces séismes historiques. Et un énorme séisme qui a frappé Charleston, en Caroline du Sud, à la fin du 19e siècle, pourrait expliquer jusqu'à 72% des tremblements de terre dans la région depuis lors. Mais tous les endroits ne sont pas les mêmes, donc le débat scientifique continue. En 1774, l'explorateur britannique James Cook remarqua une lueur au loin. C'était le volcan du mont Yassur, à Vanuatu. Ce vilain garçon crache de la lave et des cendres depuis ce temps, et il est fort probable qu'il fait cela depuis bien plus longtemps. Le volcan est en état d'alerte depuis octobre 2016, ce qui signifie que les choses sont vraiment instables là-bas. Ils ont même délimité un rayon de 610 mètres autour du cratère pour maintenir les gens en sécurité. Il y a eu des éruptions de faible à modérée intensité, projetant des cendres, des gaz et de la vapeur, et quelques explosions plus importantes qui ont propulsé des matériaux hors du cratère. Les images satellites ont détecté quelques points chauds de panache de dioxyde de soufre, montrant que Yassur mijote toujours une grosse tempête là-bas. Stromboli, l'une des îles volcaniques près de la Sicile, détient officiellement le record du monde Guinness en tant que le volcan en éruption continu le plus long. Il a fait un spectacle de feu pendant plus de 2400 ans de suite. Les anciens marins l'ont surnommé le phare de la Méditerranée. La plupart du temps, Stromboli se contente de cracher des éclaboussures. Mais de temps en temps, il fait couler de la lave ou projette des fontaines modérément hautes. Parfois, vous pourriez aussi apercevoir des éruptions provoquées par la vapeur.
Il y a plus de 200 millions d'années, le monde a subi une transformation majeure, avec non pas une, non pas deux, mais 4 éruptions volcaniques massives qui ont changé la donne. Tout cela s'est passé en Wrangellia, un large morceau de terre qui était autrefois un supermassif volcan s'étendant à travers ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique et l'Alaska. Cette activité volcanique aurait pu aider les dinosaures à passer de la taille d'un chaton à celle des géants que nous avons vus dans Jurassic Park. Elle a déclenché une saison de pluie de 2 millions d'années. Elle a rendu le monde entier chaud et humide, et les dinosaures l'ont tout simplement adoré. Les chercheurs ont creusé profondément dans les couches de sédiments sous un ancien lac en Chine pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes clairs de ces éruptions épiques. Il y avait des signatures de carbone montrant d'énormes pics de niveau de dioxyde de carbone, rendant l'atmosphère chaude et la pluie tombant à verse. Tout cela s'est produit en 4 impulsions distinctes, chacune déclenchée par ces monstrueuses explosions volcaniques. Il y a un endroit dans un parc national non loin de Sydney, en Australie, où un incendie fait rage profondément sous terre depuis au moins 6000 ans. On l'appelle Burning Mountain, et c'est un feu de couche de charbon, qui brûle son chemin à travers une couche de charbon sous la surface de la Terre. Une fois que ces feux souterrains commencent, ils sont quasiment impossibles à éteindre. Cette boule de feu mesure jusqu'à 9 mètres de large et est extrêmement chaude. Mais il n'y a pas de flamme, elle couve. Le feu progresse lentement à un rythme d'environ 1 mètre par an. Un agriculteur du coin l'a aperçu pour la première fois au XIXe siècle et a cru qu'il s'agissait d'un volcan. Les gens qui vivent ici depuis des lustres croient que cet endroit est sacré. Ils l'ont utilisé pour cuisiner et fabriquer des outils, et racontent qu'il est né des larmes d'une veuve ou de la torche d'un héros. Mais les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un coup de foudre, ou du charbon qui chauffe comme un barbecue d'été à cause de l'interaction avec l'oxygène. Certains disent qu'il aurait pu brûler depuis avant l'époque où les dinosaures parcouraient la Terre. Personne ne sait exactement combien de temps cette montagne brûlera ou dans quelle direction elle se déplacera. En ce moment, le charbon a suffisamment d'oxygène pour brûler pendant des siècles, voire des millénaires, sans intervention humaine. Le feu chauffe la montagne comme un gigantesque four, la faisant se fissurer et s'effriter, invitant davantage d'oxygène à s'y nourrir. Même si les humains décident d'agir, ces incendies de veines de charbon nécessitent des camions d'eau et d'azote liquide pour les maîtriser. Il y a plusieurs années, des explorateurs ont remarqué que la braise s'approchait d'une falaise surplombant une petite rivière. Et selon ce que la veine de charbon décide de faire ensuite, nous pourrions voir des changements spectaculaires ici dans les décennies à venir. Il pourrait y avoir des flammes avec beaucoup plus de chaleur, où la veine de charbon pourrait s'enfoncer, s'éteindre et s'éteindre. En Indonésie, un tremblement de terre a commencé en 1829 et a duré pas moins de 32 ans. Il a atteint son apogée en 1861 avec une magnitude d'environ 8,5. Il a été causé par les plaques tectoniques situées sous l'archipel, qui se heurtent lentement les unes aux autres. Les chercheurs ont découvert que le séisme avait commencé à se produire depuis un certain temps, après avoir analysé le corail de la région. Ils ont découvert qu'il était périodiquement exposé à l'air libre. Cela a été causé par ce tremblement de terre progressif qui a déplacé la Terre de haut en bas. Les scientifiques appellent ce tremblement de terre silencieux, qui dure des décennies, des événements de glissement lent. Un seul éclair peut réchauffer l'air à environ 30 000 degrés Celsius. La chaleur conduit l'air à se dilater rapidement, créant une onde de choc ou un boom que nous connaissons sous le nom de tonnerre. Il y a près de 3000 milliards d'arbres sur Terre. Cela signifie qu'il y a environ 422 arbres pour chaque personne. Avant l'arrivée des humains, le nombre était plus proche de 6000 milliards. Près de 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, dont la profondeur moyenne est d'environ 4 km. 97% des volcans de la Terre se trouvent sous l'eau, ainsi que la dorsale médio-océanique, une chaîne de montagnes massive qui fait plus de 64 000 km de long. Les humains ont extrait environ 190 000 tonnes d'or de la planète. Les experts prévoient qu'il en reste environ 20% à extraire, mais cette estimation est constamment sujette à changement. Le plus grand volcan actif du monde se trouve à Hawaï. Appelé Mauna Loa, il se trouve à plus de 4 km au-dessus du niveau de la mer. Étant donné que la majeure partie du volcan est sous l'eau, son sommet se trouve à une distance stupéfiante de 17 km de sa base, soit l'équivalent de plus de 160 terrains de football. La température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre a été de 58 degrés Celsius.
Elle a été enregistrée à El Azizia, sur le territoire de l'actuelle Libye, le 13 septembre 1922. Et la température la plus basse a été enregistrée à la station russe de Vostok en 1983 avec moins 90 degrés Celsius. La Terre est la 5e plus grande planète du système solaire, derrière Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Sa circonférence est d'environ 40 000 km et il faudrait à une personne environ 8 300 heures pour en faire le tour à pied. La séparation entre les continents rendrait cependant une telle expédition presque impossible. Il faut 365,25 jours à la Terre pour faire le tour du Soleil. Comme nos années calendaires ne comptent que 365 jours, nous ajoutons un jour intercalaire en plus tous les 4 ans pour compenser la différence. La Russie est le plus grand pays du monde, avec une superficie totale d'environ 17 millions de kilomètres carrés. Elle couvre plus d'un huitième de la surface habitée de la Terre, mais sa population est relativement faible compte tenu de sa taille. La Terre est la seule planète à posséder exactement une lune. Mercure et Vénus n'ont pas de satellite, alors que toutes les autres planètes en ont 2 ou plus. La Terre est âgée de plus de 4 milliards d'années. Les scientifiques ont calculé ce chiffre en examinant les plus anciennes roches de la planète ainsi que les météorites qui s'y sont écrasées. Ils ont utilisé les météorites car elles se sont formées en même temps que la Terre, lorsque le système solaire se formait. Le sol sur lequel nous marchons est en majeure partie recyclé. Le cycle des roches de la planète transforme les roches ignées en roches sédimentaires, puis en roches métamorphiques et inversement. Comme la Terre, notre Lune connaît aussi des séismes. Ils sont moins fréquents et moins intenses que les nôtres et sont causés par des contraintes de marée. Une contrainte de marée est le rapport entre la force gravitationnelle de la Lune sur la Terre et celle de la Terre sur la Lune. Bien qu'il ne soit que le 5e plus grand continent du monde, l'Antarctique abrite 70% de l'eau douce de la planète et environ 90% de sa glace. Bangkok est la ville la plus visitée au monde, avec 23 millions de visiteurs rien qu'en 2019. Paris, Londres, Dubaï et Singapour constituent les autres villes du top 5. La couche la plus basse de l'atmosphère terrestre s'appelle la troposphère, et c'est elle qui cause les phénomènes météorologiques. La lumière du soleil chauffe la surface de la planète, ce qui fait monter l'air chaud dans la troposphère. Cet air se dilate ensuite et se refroidit lorsque la pression atmosphérique diminue, puis redescend et est à nouveau réchauffé par la Terre. Les récifs coralliens sont les plus grandes structures vivantes de la planète, certaines étant même visibles depuis l'espace. Les récifs coralliens abritent le plus grand nombre d'espèces par superficie de tous les écosystèmes de la Terre, bien plus que les forêts tropicales. Le point le plus profond de l'océan est la fosse des Mariannes. Elle se situe à 11 km sous le niveau de la mer. Les bandes côtières représentent environ 20% du territoire des États-Unis, mais abritent plus de 50% de la population américaine. La Terre n'est pas vraiment une sphère, c'est plutôt une boule écrasée avec un renflement à l'équateur. Ce renflement est causé par la force de rotation de la Terre qui aplatit légèrement les pôles nord et sud. La Terre tourne sur son axe, qui est une ligne droite imaginaire. La planète connaît différentes saisons parce que cet axe est incliné, ce qui fait que les rayons du Soleil frappent plus directement différentes parties de la planète selon la période de l'année. Si le Soleil avait la taille d'une porte, la Terre aurait la taille d'une pièce d'1 centime. La vitesse de rotation de la Terre diminue progressivement, mais cela se produit si lentement qu'il faudrait jusqu'à 140 millions d'années pour que la durée d'une journée passe à 25 heures. Le plus gros animal du monde est la baleine bleue de l'Antarctique. Elle peut atteindre une longueur de 30 mètres et peser jusqu'à 45 tonnes, ce qui correspond à peu près au poids de 33 éléphants. La température au centre de la Terre est à peu près la même que celle de la surface du Soleil, soit près de 5500 degrés Celsius. La Terre est environ 10 000 fois plus vieille que les humains. La Terre est âgée d'environ 4,5 milliards d'années, alors que les humains existent depuis tout au plus 450 000 ans. Il existe environ 34 000 espèces connues de poissons. Le nombre réel est certainement bien plus élevé car 95% de nos océans n'ont toujours pas été explorés. La route 66 aux États-Unis est plus longue que la distance entre la surface de la Terre et son noyau. La distance jusqu'au noyau est d'environ 3000 km, tandis que la route 66 mesure environ 4000 km. La Terre est composée de 3 éléments principaux, la croûte, le manteau et le noyau, lui-même divisé en noyau externe et noyau interne. Les scientifiques ont estimé qu'il y avait environ 8,7 millions d'espèces vivantes sur la planète. Sur ce total, entre 1 et 2 millions de ces espèces sont des animaux. Mais environ 86% des espèces terrestres et 91% des poissons n'ont pas encore été découverts. Les anciens astronomes pensaient que la Terre était le centre de l'univers.
Pendant 2000 ans, ils ont cru que la Terre était statique, tandis que d'autres corps voyageaient en orbite autour de nous. C'est en 1543 que Copernic a publié son modèle d'un système héliocentrique. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Sa densité varie selon ses différentes croûtes, mais la densité moyenne de la planète est d'un peu plus de 5 grammes par centimètre cube. Le mont Everest est le point le plus élevé de la planète. Son sommet est l'altitude la plus élevée au-dessus du niveau de la mer, à environ 9000 mètres. Chaque année, 1 trilliard de flocons de neige tombent sur la Terre. Cela représente 1 million de milliards de flocons de neige. La neige recouvre environ 31% des terres émergées de la Terre chaque année. Sur toute l'eau de la Terre, seuls environ 3% sont de l'eau douce, tandis que les 97% restants sont de l'eau salée. Sur ces 3%, environ 2% sont prisonniers de la glace et des glaciers. Donc moins de 1% de l'eau douce de la planète se trouve en fait dans les lacs, les rivières et les nappes souterraines. La plus grande étendue d'eau intérieure du monde, autrement dit un lac au sens strict du terme, est la mer Caspienne. Elle a une superficie de 363 000 km². Le lac le plus profond du monde est le lac Baïkal en Russie, qui a une profondeur de 1615 mètres. L'atmosphère de la Terre est composée d'environ 78% d'azote et 21% d'oxygène, complétée par de petites quantités de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et d'autres gaz rares. On pense qu'aucune autre planète ne possède autant d'oxygène, ce qui explique pourquoi la Terre est la seule planète où la vie ait été découverte, jusqu'à présent. En dehors de la Lune, 2 astéroïdes se trouvent en mouvement coorbital avec la Terre. Parfois appelée la deuxième lune de la Terre, 3753 Kruitney est un astéroïde qui semble suivre la Terre en orbite, mais qui poursuit en fait son propre chemin autour du Soleil. 2002 AA29 est un autre astéroïde effectuant une orbite en fer à cheval autour de la Terre. Ah, Phoenix. Ce joyau du désert de Sonora n'est pas une ville américaine comme les autres. C'est plutôt un four géant où l'on peut organiser des fêtes, à condition de ne pas oublier la glace. Sérieusement, si vous vous retrouvez ici en été, préparez-vous à une chaleur intense. Nous parlons là de températures qui dépassent régulièrement les 38 degrés Celsius. En 2024, Phoenix a atteint les 43 degrés 55 fois au cours de l'été, égalant ainsi le record établi tout juste l'année précédente. Je peux comprendre que vous n'aimiez pas les fortes chaleurs, mais apparemment, un grand nombre de personnes aiment vivre dans ce véritable sauna. Phoenix est la 5e plus grande ville des États-Unis. La capitale est la ville la plus peuplée d'Arizona, avec 1 700 000 habitants en 2024. Et si nous parlons de sa région métropolitaine, également connue sous le nom de Vallée du Soleil, la population atteint presque les 5 millions d'habitants. Pourtant, vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui soit né ici. Sur 4 habitants de Phoenix, 3 sont nés ailleurs. Croyez-le ou non, Phoenix n'a pas toujours été une ville animée et surpeuplée. Elle l'est devenue. Il y a quelques décennies, ce n'était qu'un petit point endormi sur la carte. Dans les années 40, la population y était d'environ 65 000 habitants. Phoenix n'était pas près de figurer parmi les 100 premières villes des États-Unis. À l'époque, il s'agissait essentiellement d'un centre agricole, dont l'économie tournait autour de ce que l'on appelait les 5 C, le coton, les agrumes ou citrus en anglais, le bétail ou cattle, le climat et le cuivre. Mais les choses ont vraiment commencé à changer dans les années 50, grâce à une invention qui a changé la vie des gens. Roulement de tambour, s'il vous plaît, le climatiseur. En fait, c'est sa version portable qui a vu le jour en 1955, créée par un inventeur américain du nom de Robert Sherman. Les habitants de Phoenix doivent beaucoup à Robert. Il a rendu la vie supportable pendant tous ces étés torrides. Avant l'arrivée de la climatisation, les habitants du coin déplaçaient littéralement leur lit à l'extérieur et construisirent des porches où dormir. Ils protégeaient cet espace extérieur avec des rideaux légers ou une sorte de filet pour empêcher la poussière et les insectes d'entrer. Plutôt sympa. Quoi qu'il en soit, le climatiseur a largement contribué à faire de Phoenix un endroit où il fait bon vivre. Depuis les années 40, cette ville de l'Arizona est passée de l'état de petite bourgade poussiéreuse à celui de jungle urbaine tentaculaire. Et elle est toujours l'une des 10 zones métropolitaines à la croissance la plus rapide des États-Unis. Le plus beau, c'est qu'il semble que cela ne soit pas près de changer. Cette métropole de 1344 km² étant entourée d'un désert vallonné, avec beaucoup d'espace pour une croissance à perte de vue. Alors, qui abandonne tout pour venir s'installer à Phoenix? Les Californiens sont les plus grands fans de la ville. Selon une enquête récente, 1/3 des nouveaux habitants de Phoenix viennent de Los Angeles.
D'accord. Cette enquête n'est peut-être pas la plus fiable, puisqu'elle ne s'applique qu'aux clients d'une entreprise privée, mais elle correspond aux données du Bureau du recensement des États-Unis de 2019, qui indique que 70 000 Californiens ont déménagé en Arizona au cours de l'année précédente. Le lien entre Phoenix et Los Angeles est si fort que certains appellent Phoenix le prochain Los Angeles. Il faut reconnaître à Phoenix le mérite d'avoir su tirer parti de sa proximité avec la Californie du Sud. La ville offre des impôts moins élevés, moins de réglementation et une vie plus abordable, ce qui en fait un pôle d'attraction pour les entreprises, en particulier dans les secteurs de la haute technologie et des services. Ainsi, dans les années 90, Phoenix était considéré comme un intarissable générateur d'emplois. Ces dernières années, le nombre d'emplois n'a fait qu'augmenter, et le taux de chômage a diminué de près de 50%, passant de 6,3% en janvier 2014 à 3,4% en janvier 2024. Quand on parle de grandes villes, on ne peut pas éviter le sujet de la circulation. Mais voici une autre raison pour laquelle Phoenix est une ville de rêve. Elle est très loin du véritable cauchemar d'embouteillage qu'est par exemple Los Angeles. Selon de récentes estimations, les habitants de Los Angeles perdent environ 119 heures par an dans les bouchons. À Phoenix, c'est plutôt 61 heures. Une différence énorme, n'est-ce pas? Et c'est sans même parler de tout l'argent que les gens gaspillent dans leur voiture à l'arrêt. À Los Angeles, les conducteurs consomment ainsi environ 2 440 $ d'essence chaque année. À Phoenix, ils gaspillent 95 litres de carburant, ce qui finit par leur coûter environ 950 $. Oui, c'est encore beaucoup d'argent, mais comparé à Los Angeles, ce n'est pratiquement rien du tout. Le fait que Phoenix soit convenable en termes de circulation a peut-être beaucoup à voir avec la façon dont la ville a été conçue. Il suffit de jeter un coup d'œil sur une carte. On dirait que quelqu'un a pris une règle et a tracé des lignes parfaitement droites pour dessiner les routes. C'est parce que la ville a été conçue selon un système de grilles. Cette configuration facilite grandement les déplacements, surtout par rapport aux villes truffées de méandres, d'impasses et de rues à sens unique. Cela simplifie les choses, que vous soyez un habitant ou un touriste. De plus, les rues de Phoenix sont larges et agréables. La plupart des villes ont une route principale et un ensemble de rues étroites qui se prêtent mal à une circulation intense. À Phoenix, les routes sont larges partout. Ainsi, lorsque les autoroutes sont embouteillées, vous pouvez simplement emprunter une rue parallèle et vous rendre au travail sans trop vous stresser. Lorsque vous considérez toutes les possibilités d'emploi et cette circulation relativement fluide, il n'est pas étonnant que les gens soient prêts à supporter la chaleur de Phoenix et viennent s'y installer. Mais ne vous méprenez pas, le soleil ne plaisante pas. Il fait vraiment, vraiment chaud à Phoenix. Vous y trouverez 300 jours d'ensoleillement en moyenne, soit du soleil plus de 85% de l'année. Mais une fois de plus, Phoenix a su tirer le meilleur parti de la situation. Cet ensoleillement constant a fait de Phoenix l'une des villes les plus performantes du pays en matière d'énergie solaire. Vous vous posez peut-être des questions. Une ville située au milieu du désert, où il ne pleut pratiquement pas, dispose-t-elle de suffisamment d'eau? Eh bien oui, la situation de Phoenix en matière d'eau est plutôt bien réglée, grâce à de multiples sources. La ville ne dépend pas uniquement de la pluie, ce qui est une bonne chose, bien sûr. Il s'agit tout de même d'un désert. La majeure partie de l'eau provient en fait du nord et de l'est de la vallée. La neige fond sur les montagnes et s'écoule dans d'immenses réservoirs, où elle est stockée pour les années sèches. Une grande partie de l'eau de Phoenix provient également du Salt River Project, qui achemine l'eau des rivières Salt et Verde par le biais de canaux et de conduites. Il y a aussi le Central Arizona Project, qui transporte l'eau depuis le fleuve Colorado. La ville puise même un peu d'eau dans des puits souterrains. Les autorités refusent de gaspiller une seule goutte, alors la ville recycle intelligemment, réutilise l'eau traitée pour arroser les parcs et pour recharger les nappes phréatiques. Phoenix étant synonyme de ciel ensoleillé presque tous les jours de l'année, il est normal que les gens soient un peu maussades lorsqu'il pleut. Mais voilà, la ville a toujours une surprise dans son sac, même lorsqu'il s'agit de mauvais temps. Lorsqu'il pleut dans le désert, les habitants peuvent profiter d'une odeur particulièrement agréable. Celle du créosotier, une plante qui dégage un parfum étonnant lorsque la pluie tombe. Les gens disent simplement qu'il s'agit de l'odeur de la pluie. Et, honnêtement, c'est l'une de ces senteurs fraîches et pures qui vous font oublier que vous vous trouvez dans un désert. Et si vous vous demandiez pourquoi Phoenix s'appelle ainsi,
Sachez que c'est à cause de la célèbre légende de l'oiseau qui renaît de ses cendres. Après avoir pris connaissance de toutes les particularités de cette ville et de sa capacité unique à transformer les défis en avantages, écoutez un peu ça. Taylor Swift part en avion de Los Angeles à Tokyo à 10 h du matin le 20 février. Elle passe 12 heures dans l'avion, mais n'atterrit qu'à 14 h le lendemain à Tokyo. La différence est de 28 heures. Alors, comment cette distorsion temporelle s'est-elle produite? Eh bien, c'est à cause de cette ligne bizarre. Il s'agit de la ligne de changement de date. Vous savez, cette ligne imaginaire qui coupe le globe en deux et décide qui doit fêter le nouvel an en premier. Il s'agit des habitants des îles de la ligne, soit dit en passant. Mais en franchissant cette ligne, vous n'aurez pas seulement l'impression d'être entré dans un téléporteur, cela changera carrément votre journée. Vous passez d'est en ouest et hop, vous voilà 24 heures plus tard. Si vous voyagez dans la direction opposée, en traversant la ligne d'ouest en est, vous revenez un jour entier en arrière. On pourrait penser que la ligne de changement de date est une belle ligne droite qui marque le changement de fuseau horaire dans l'océan. Mais en réalité, c'est comme si quelqu'un avait pris une règle et s'était dit « compliquons un peu les choses ». La ligne zigzague dans tous les sens, s'enroule autour des îles et crée une énorme confusion. Par exemple, les îles de la Grande et de la Petite Diomède ne sont distantes que de 4 km l'une de l'autre, mais elles ont un décalage horaire de 21 heures. Les choses peuvent encore se compliquer en fonction du fuseau horaire du pays. Par exemple, si vous parcourez 1061 km à travers la ligne de changement de date entre l'île Baker et les Tokelau, vous devez ajouter 25 heures. En d'autres termes, il s'agit d'un jour et d'une heure. Et si cela ne vous semble pas assez bizarre, attendez encore. Les choses me se corsent. Lorsqu'il est 6 heures du matin le jeudi à New York, c'est encore mercredi soir aux Samoa américaines. Pendant ce temps, au Kiribati, on est déjà vendredi. Il s'agit donc de 3 jours différents et simultanés. Tout ça à cause d'une ligne imaginaire. Ce phénomène se produit tous les jours, entre 10 h et 10h59 du matin. Pourquoi la ligne de changement de date est-elle si ridicule? Bonne question. Bien que ces zigzags semblent totalement arbitraires, ils ont en fait une base logique. Il s'agit en fait d'un concept inventé, basé sur la rotation de la planète. La Terre tourne en permanence, et il lui faut environ 24 heures, ou un jour, pour effectuer une rotation complète. Pour garantir la synchronisation, les hommes ont divisé la Terre en 24 fuseaux horaires, distants de 15 degrés les uns des autres. Mais quel est le point de départ d'une journée sur Terre? En fait, il fallait déterminer laquelle de ces 24 zones ou lignes serait la ligne de départ ou le centre chronologique. On avait besoin d'un point de référence, d'une ligne à partir de laquelle on pouvait commencer à ajouter ou à soustraire du temps, quand on se déplaçait vers l'est ou vers l'ouest. Cette ligne est ce que nous appelons aujourd'hui le premier méridien. Mais voilà le hic. Le choix de l'emplacement de cette ligne de départ, le premier méridien, est totalement arbitraire. L'idée d'établir une ligne où les jours commencent et se terminent remonte au moins au XIVe siècle. À l'époque, les cartographes faisaient ce qu'ils voulaient, choisissant leur propre ligne de division est-ouest, appelée méridien. Ce qui, soit dit en passant, n'est qu'un mot latin sophistiqué pour dire « midi ». En l'absence d'une norme universelle pour déterminer le début ou la fin d'une journée, les marins qui effectuèrent de longs voyages devaient se débrouiller tout seuls, en essayant de gérer le temps qu'ils gagnaient ou perdaient en cours de route. C'est ainsi qu'en 1884, des gens ont finalement décidé d'organiser tout ce bazar. 25 nations se sont réunies lors de la prestigieuse conférence internationale du Méridien, aux États-Unis, avec un objectif de taille, décider d'une ligne qui servirait de premier méridien officiel. Enfin, que cela nous plaise ou non, ils étaient déterminés à créer la ligne de changement de date que le monde entier accepterait et suivrait à partir de ce moment-là. Le premier méridien a été établi à Greenwich, en Angleterre, et la ligne de changement de date a été placée du côté opposé. Elle zigzague autour du 180e méridien. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais c'est là que le cauchemar a vraiment commencé. La ligne de changement de date choisie ne s'est pas contentée de passer par des zones inhabitées. Et non, elle a divisé certains pays en deux, créant un véritable chaos. En effet, si vous divisez le monde avec une ligne verticale complètement droite, vous aboutissez à des situations où la moitié d'un pays est en avance d'un jour et l'autre moitié en retard d'un jour. Prenez les Kiribati par exemple. Le pays est principalement centré sur les îles Gilbert, qui se trouvent juste à l'ouest de la ligne de changement de date.
Cependant, en 1979, leur territoire s'est un peu agrandi avec les îles Phoenix et les îles de la Ligne, situées bien à l'est de la ligne de changement de date. Soudain, les Kiribati se sont retrouvés à cheval sur la ligne de changement de date. Cela a créé un certain nombre de problèmes pour les entreprises. Les gens de part et d'autre ne pouvaient communiquer par radio ou par téléphone que 4 jours par semaine. Pour remédier à cette situation étrange, les Kiribati ont décidé de sauter le samedi 31 décembre 1994. Ainsi, ils sont passés du vendredi 30 décembre 1994 au dimanche 1 janvier 1995. Et le nouvel an est arrivé un jour plus tôt que prévu. Youpi! Après ça, la ligne de changement de date s'est déplacée vers l'est pour contourner tout le pays. Cet ajustement s'est produit dans différents pays. Par exemple, lorsque les cartographes sont arrivés aux îles Aléoutiennes, en Alaska. Et oui, la ligne a dû faire un nouveau détour pour les englober. Et lorsqu'ils sont arrivés au sud de l'équateur, devinez quoi? Une autre courbe vers l'est afin d'inclure d'autres îles encore. C'est en grande partie pour cette raison que la ligne droite s'est mise à zigzaguer. Cette ligne irrégulière est conçue pour éviter les terres autant que possible, afin de réduire les problèmes liés au changement de jour. Non, vous ne pouvez pas vous trouver à cheval sur la ligne de changement de date et vivre le lundi et le mardi simultanément. Mais vous pouvez la franchir en bateau. En fait, certaines croisières transpacifiques de luxe proposent même un forfait « Voyage dans le temps » pour les voyageurs aventureux qui souhaitent franchir la ligne et sauter dans le futur. En fin de compte, si la ligne de changement de date est aussi ridicule, c'est parce qu'elle a été établie sur la base d'une série de décisions arbitraires, de bizarreries historiques et de pas mal de confusion. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a réorganisée au 19e siècle qu'il n'y a plus de confusion du tout concernant les fuseaux horaires aujourd'hui. Le premier méridien établit également le temps universel coordonné, le fameux UTC. L'UTC ne change jamais, que ce soit pour l'heure d'été ou pour toute autre raison. Cependant, en 1908, le Canada a décidé de pimenter les choses en créant l'heure d'été. L'idée était d'avancer les horloges d'1 heure par rapport à l'heure normale pour mieux profiter de la lumière du soleil, les soirs de printemps, d'été et d'automne. L'idée était si géniale que la plupart des pays l'ont adoptée, mais pas tous. Il suffit de prendre le Népal. Ce pays n'a jamais utilisé l'heure d'été, ce qui signifie que ses horloges ne changent pas de toute l'année. Comme vous le savez probablement, les pays dont le territoire est étendu ont souvent plus d'un fuseau horaire. C'est le cas des États-Unis, qui comptent 11 fuseaux horaires. L'Australie en a 9, tandis que l'Inde, eh bien, l'Inde est un cas particulier. L'Inde est un grand pays dont le territoire s'étend sur environ 3000 km d'ouest en est. Elle devrait donc avoir 3 fuseaux horaires au total, mais elle n'en a qu'un seul. Cela signifie que le soleil se lève presque 90 minutes plus tôt à Dong, à l'extrême est, qu'à Guarmoti, à l'ouest. Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul fuseau horaire? Tout simplement parce qu'ils en ont décidé ainsi. N'oubliez pas que la ligne de changement de date et les fuseaux horaires sont invisibles, artificiels et, vous le savez maintenant, totalement arbitraires. Par conséquent, si un pays souhaite... Si tous les volcans de la Terre entraient soudainement en éruption simultanément, environ 1500 formations volcaniques exploseraient en même temps. En temps normal, seuls 10 à 20 volcans sont actifs chaque jour. Mais que se passerait-il si tous se réveillaient à la fois? Les géologues estiment que ce ne serait pas joli, même si seuls les volcans terrestres entraient en éruption. Cela déclencherait une réaction en chaîne bien plus dévastatrice que tout ce que nous avons connu. Les deux principaux problèmes seraient les cendres et les gaz volcaniques. Bien que les explosions et la lave soient dangereuses pour les gens à proximité, le véritable péril réside dans les conséquences à long terme. Une épaisse couche de cendres recouvrirait la planète, bloquant complètement la lumière du soleil. Son absence signifierait l'arrêt de la photosynthèse, entraînant la disparition des cultures et une chute drastique des températures. Ce nuage de cendres pourrait persister dans notre atmosphère pendant près de 10 ans. En plus des cendres, les pluies acides constitueraient également une menace. Les gaz volcaniques, comme l'acide chlorhydrique et le dioxyde de soufre, se mélangeraient à l'atmosphère, retombant sous forme de pluies acides. Ce type de précipitation polluerait les eaux souterraines et la surface océanique. Même si les humains parvenaient à survivre jusque-là, les récifs coralliens et de nombreuses autres créatures marines disparaîtraient. Des événements similaires ont été observés dans l'histoire de la Terre, mais à une échelle bien moindre. De grandes éruptions volcaniques ont été associées à des extinctions de masse. Lorsque le Pinatubo a éclaté en 1991,
Il a refroidi certaines parties du globe pendant 2 ans. Néanmoins, le dioxyde de carbone supplémentaire émis par ces éruptions pourrait également réchauffer la planète, un peu comme lorsque nous réglons notre four sur « griller » pour obtenir une couche croustillante sur notre gratin dauphinois. Les géologues ont également mentionné qu'il existait des preuves dans notre atmosphère indiquant que des phénomènes similaires s'étaient déjà produits dans un passé lointain. Durant la période du Crétacé, les niveaux de dioxyde de carbone étaient bien plus élevés qu'aujourd'hui, rendant la vie marine difficile. Qui survivrait à tout cela? Probablement seuls quelques extrémophiles, ces organismes qui prospèrent dans des conditions intenses telles que les sources chaudes ou les cheminées hydrothermales sous-marines. Quant aux humains, nous pourrions nous réfugier dans des bunkers souterrains jusqu'à ce que les choses se tassent ou construire suffisamment de stations spatiales pour tous nous accueillir. Cependant, les chances que tous les volcans entrent en éruption simultanément sont très faibles. Cela est dû au fait qu'il n'existe pas une seule source commune alimentant tous les volcans sur Terre. Chacune de ces embouchures possède son propre réservoir de magma, sauf dans quelques cas où, effectivement, elles partagent le même approvisionnement. Ainsi, en 1912, le Novarupta d'Alaska est entré en éruption en même temps qu'un autre volcan partageant le même magma. Les scientifiques ont également trouvé des traces de magma cachées sous des zones volcaniques, comme celle de Taupo en Nouvelle-Zélande. Ce magma peut s'étendre horizontalement sur de longues distances, mais il reste avant tout une curiosité locale. Même si nous considérions tout le magma dans le sous-sol de Taupo comme un seul système, celui-ci n'est pas connecté à d'autres régions volcaniques comme l'Indonésie ou les Philippines. Étant donné que la grande majorité des volcans sont isolés, ils ne peuvent pas se synchroniser pour entrer en éruption simultanément. Leur magma provient de différents processus, comme la décompression du manteau ou l'ajout d'eau au manteau par subduction. Il n'y a ainsi aucun moyen de faire entrer tous ces différents volcans en éruption ensemble, en raison du fonctionnement de la tectonique des plaques. Cela ne signifie pas que nous ne verrons pas d'activité volcanique intéressante à l'avenir. Prenons une zone sous-marine proche de la Colombie-Britannique, où, récemment, près de 200 petits séismes par heure ont été détectés. Profondément sous le plancher océanique du Pacifique, au large de l'île de Vancouver, du magma est sur le point d'entrer en éruption, réchauffant l'eau à tel point qu'elle bouillonnera comme dans un chaudron. Cependant, cet événement restera probablement inaperçu de tous, sauf des scientifiques. L'éruption prévue se produira très probablement à environ 5 km sous la surface de l'océan. Les scientifiques ont indiqué que ces séismes variaient d'une magnitude négative à 4,1, ce qui signifie que seuls les gens se trouvant à proximité en ressentiraient les secousses. Cette activité inhabituelle nous offre une opportunité rare d'étudier la formation de la croûte terrestre. Le magma sous le plancher océanique est estimé à près de 800 degrés, mais refroidira rapidement au contact de l'eau lors de l'éruption. Cette roche en fusion se solidifiera en touchant le fond marin, devenant immédiatement noir. L'événement profitera également aux biologistes, qui auront l'opportunité d'observer comment les animaux marins réagissent à de tels changements. Fuyez, pauvres fous! L'Antarctique, souvent perçu comme un vaste continent glacé, cache également des surprises volcaniques sous sa surface. Des chercheurs ont identifié plus de 130 volcans sous la seule calotte glaciaire occidentale, faisant de cette région la plus grande zone volcanique de la Terre. La plupart de ces volcans, soit environ 90, ont été découverts récemment lors d'une étude de 2017. Mais l'un de ces volcans antarctiques pourrait-il réellement entrer en éruption? Cela dépend du volcan en question. Bien que ces formations soient relativement jeunes en termes géologiques, il est difficile pour les scientifiques de déterminer s'ils sont encore actifs ou non. Il n'y a que 2 volcans actifs confirmés en Antarctique, l'île de la Déception et le mont Erebus. Ce dernier, dominant comme le plus haut sommet du continent, est en éruption continue depuis au moins 1972. Il est connu pour émettre des gaz et de la vapeur, et parfois même projeter des roches lors de ce que l'on appelle des éruptions stromboliennes. Une de ses caractéristiques les plus remarquables est la présence persistante d'un lac de lave en son cratère, un phénomène rare, nécessitant des conditions spécifiques pour maintenir la surface en fusion. Ainsi, le mont Erebus est alimenté par un flux constant de magma provenant des profondeurs du manteau terrestre. Cette arrivée continue de roches en fusion maintient le lac de lave en activité en dépit des basses températures ambiantes. Quoique se trouvant en Antarctique, les températures dans la région sommitale de l'Erebus restent relativement douces grâce à la chaleur dégagée par l'activité volcanique, empêchant ainsi le lac de lave de se solidifier. L'île de la Déception,
Un autre volcan actif d'Antarctique a connu sa dernière éruption dans les années 70. Bien qu'aucune éruption imminente ne soit prévue à l'heure actuelle, elle est surveillée de près pour toute activité préoccupante. En plus de ces deux volcans actifs, l'Antarctique est parsemé de fumerolles, des ouvertures dans la croûte terrestre qui libèrent des gaz et des vapeurs. Parfois, ces fumerolles peuvent former des tours de glace atteignant une hauteur de 3 mètres. Peut-être devrions-nous également nous intéresser aux supervolcans, capables de produire les éruptions les plus massives et les plus destructrices. Contrairement aux volcans typiques, avec une seule cheminée, les supervolcans possèdent une vaste chambre magmatique sous la surface, couvrant des dizaines voire des centaines de kilomètres de diamètre. Leurs éruptions peuvent avoir des effets catastrophiques sur les zones environnantes et impacter le climat global en raison des énormes quantités de cendres et de gaz qu'ils projettent dans l'atmosphère. Un des supervolcans les plus célèbres est celui de Yellowstone, que certains craignent de voir se réveiller. Il a la capacité de déclencher une éruption colossale, projetant plus de 1000 km3 de cendres et de roches. Bien que nous aimerions être en mesure de prévoir son comportement, les volcans ne suivent pas de calendrier. Au contraire, les éruptions surviennent simplement lorsque suffisamment de magma s'accumule sous la surface et que la pression est suffisante pour le faire remonter. Or, actuellement, ces conditions ne semblent pas réunies à Yellowstone. Bien que certains volcans suivent un modèle cyclique, cela ne signifie pas pour autant que Yellowstone soit en retard. En réalité, le volcan n'a connu que 3 grandes éruptions au cours des 2 100 000 dernières années. Il est également important de noter que le terme de supervolcan se réfère à la taille de la formation plutôt qu'à sa complexité. La surveillance de Yellowstone est exhaustive et inclut le suivi de la sismicité, de la déformation du sol, des émissions thermiques, des gaz, de la chimie de l'eau et des changements de surface. Les signes avant-coureurs d'une éruption incluraient des milliers de séismes sur une courte période, des déformations significatives du sol et des émissions de gaz inhabituelles. Même si Yellowstone semble stable pour le moment, une éruption majeure aurait des conséquences désastreuses. La dispersion des cendres pourrait couvrir un rayon de 800 km, dévastant potentiellement l'agriculture du Midwest et obstruant les voies navigables. Les émissions de cendres et de gaz dans la stratosphère. Tu poses le pied sur la surface de la Lune. C'est dépaysant. Tu te sens clairement plus léger ici, et il est plus facile de marcher. Tu décides de mettre à exécution ce projet qui t'obsède. Sauter comme un cabri sur le satellite naturel de la Terre. Et malgré ton encombrante combinaison spatiale, tu t'envoles littéralement dans les airs. Wouhou! Ok, ça c'est fait. Tu continues ta promenade sur la surface de la Lune lorsque tu ressens quelque chose d'étrange. Le sol sous tes pieds tremble. On dirait qu'un tremblement de terre est en train de se produire sur la Lune. Mais c'est tout simplement impossible, ou peut-être pas. Surprenamment, ton intuition a vu juste cette fois-ci. Les séismes sur la Lune existent bel et bien. En fait, il existe 4 types de tremblements de Lune qui soient suffisamment puissants pour être détectés à grande distance. Il y a les tremblements de Lune profonds qui se produisent à près de 700 km sous la surface. Il y a ensuite les impacts de météorites. Les tremblements thermiques, eux, ont lieu lorsque la croûte lunaire glaciale se dilate. Ils se produisent lorsque le soleil matinal illumine le satellite après une nuit lunaire frigorifique de 2 semaines. Il y a aussi des tremblements de lune superficiels. Ce sont les seuls qui s'apparentent aux tremblements de terre de notre planète. Ces séismes lunaires se produisent à une profondeur de 20 à 30 km sous la surface. Ce sont les plus puissants et les plus dangereux. Entre 1972 et 1977, le réseau sismique Apollo a enregistré 28 séismes lunaires de ce type, et certains d'entre eux avaient une magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter. Sur Terre, un tel tremblement de terre serait assez fort pour fissurer le plâtre et déplacer des meubles imposants. De plus, les tremblements de lune superficiels durent très longtemps par rapport aux tremblements terrestres. Une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent durer jusqu'à 10 minutes. Un tremblement de terre moyen, quant à lui, dure généralement de 10 à 30 secondes. Les scientifiques ne sont toujours pas certains des causes des tremblements de lune superficiels, ni même l'endroit exact où ils se produisent. L'une des théories voudrait que ces séismes lunaires se produisent au bord de grands cratères, relativement récents, qui s'affaissent probablement de temps à autre. Il est intéressant de noter que la Lune et la Terre ne sont pas les seuls endroits où des séismes se produisent. Les scientifiques ont enregistré des séismes, des tremblements, des vibrations et des secousses dans d'autres régions de notre système solaire également. Prenons l'exemple de Mercure. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert que cette planète rétrécissait. Et c'est pourquoi elle semble être tectoniquement active.
Prenons encore Vénus. Cette planète est un casse-tête tectonique pour les experts. À l'heure actuelle, Vénus n'a pas de plaque tectonique à proprement parler, et il se pourrait qu'elle n'en ait jamais eu. Mais sa surface présente des rides et des failles qui donnent l'impression qu'elle pourrait bien avoir des plaques tectoniques. D'un autre côté, ces caractéristiques pourraient être apparues des suites d'autres processus. L'activité volcanique, par exemple. Mais même si nous n'avons pas encore observé de séismes sur Vénus, les chercheurs pensent qu'ils pourraient les détecter car leurs vibrations produiraient des ondulations dans l'épaisse atmosphère de la planète. Et maintenant, Mars. Nous savons avec certitude que cette planète est sismiquement active. Un module de la NASA a placé un sismomètre à la surface de la planète rouge. Et en 2019, il a réussi à mesurer son premier tremblement de Mars. Par la suite, l'atterrisseur a continué à enregistrer des tremblements, mais ils étaient si faibles que s'ils se produisaient sur notre planète, ils seraient complètement couverts par le bruit de fond des océans terrestres. Mais un corps spatial n'a pas besoin d'être une planète à part entière pour avoir une tectonique active. Prenons Pluton. Cette planète naine est géologiquement active en ce moment même. En 2014, la sonde spatiale New Horizons de la NASA survolait le système de Pluton lorsqu'il a détecté des caractéristiques géologiques complexes sur cette planète naine. Les scientifiques en ont conclu que Pluton pourrait connaître des secousses lorsque son océan d'eau liquide gèle et dégèle sous sa croûte glacée. Les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que les lunes de Saturne, Titan et Encelade, sont également actives géologiquement, en dépit de leur petite taille. Leurs caractéristiques vont des volcans et des panaches d'eau à de potentiels océans souterrains. Et maintenant, je parie que tu ne connais pas ces faits étonnants sur les tremblements de terre qui se produisent sur notre propre planète. Il y a un endroit sur Terre où se produisent 90% de tous les tremblements de terre. Il s'agit de la ceinture de feu qui s'étend autour de l'océan Pacifique, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Amérique du Sud. Ça ressemble plus à un fer à cheval qu'à une ceinture. Quoi qu'il en soit, les experts affirment que ces innombrables tremblements de terre sont causés par l'abondance de volcans dans cette région et par le mouvement constant des plaques tectoniques. Environ 1 demi-million de tremblements de terre se produisent sur Terre chaque année, mais beaucoup d'entre eux se produisent très profondément dans la croûte terrestre, et seul un équipement de pointe peut les détecter. Nous ressentons environ 20% de tous ces tremblements de terre, et seulement 100 d'entre eux causent de réels dégâts. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en mai 1960. Il était d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter et a été véritablement dévastateur. Pendant le tremblement de terre, les sismographes ont détecté et enregistré des ondes sismiques qui ont parcouru la planète entière et elles ont secoué le globe pendant plusieurs jours. Quant au tremblement de terre le plus puissant survenu aux États-Unis, il était de 9,2 et s'est produit en Alaska. À propos, l'Alaska est, avec la Californie, l'État américain le plus exposé aux tremblements de terre et l'une des régions du monde les plus actives sur le plan sismique. Un tremblement de terre de magnitude 7 s'y produit presque chaque année. Un mégaséisme peut en fait raccourcir la durée d'une journée pour l'ensemble de la planète. La NASA affirme que les très gros tremblements de terre peuvent déplacer l'axe de notre planète et, par conséquent, modifier la durée du jour. Bien sûr, tu ne t'en rendras pas compte puisque ce changement se mesure en microsecondes. Et qu'une microseconde, ce n'est qu'un millième de seconde. Les scientifiques pensent que le tremblement de terre de Sumatra de magnitude 9,1, qui s'est produit en 2004, a raccourci la journée de 6,8 microsecondes. Même les meilleurs spécialistes sont incapables de prédire un tremblement de terre. C'est essentiellement parce que les mécanismes qui engendrent les séismes se trouvent très profondément sous terre. Mais de nos jours, nous avons appris à calculer avec davantage de précision le moment où un tremblement de terre pourrait se produire. Les tremblements de terre peuvent être déclenchés par des éruptions volcaniques ou, à tout hasard, par des impacts de météorites. Mais la plupart d'entre eux sont causés par les mouvements des plaques tectoniques de notre planète. La surface de la Terre est constituée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. La pression augmente lorsqu'elle se déplace, ce qui peut entraîner la rupture de la croûte de notre planète. San Francisco se déplace en ce moment même vers Los Angeles. Et la vitesse de ce mouvement est d'environ 5 cm par an. C'est aussi rapide que la pousse de tes ongles. Cela se produit parce que les deux côtés de la faille de San Andreas, qui est une faille continentale s'étendant sur 1200 km à travers la Californie, glissent l'un sur l'autre. Ainsi, dans plusieurs millions d'années, Los Angeles et San Francisco seront voisines. Les lacs, les étangs et les canaux se réchauffent légèrement et commencent à sentir mauvais avant un tremblement de terre. Cela se produit parce que des gaz sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent. La plupart des animaux ressentent ces signes et modifient leur comportement en fonction. Ainsi, les scientifiques ont remarqué que les crapauds disparaissaient complètement avant un tremblement de terre en Italie en 2009. Mais dès que la catastrophe naturelle s'est achevée, ils sont revenus.
Même après la fin d'un tremblement de terre, il se peut que tu vois encore de l'eau s'agiter dans ta piscine. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit d'un phénomène hydrodynamique appelé la sèche. L'eau peut continuer à clapoter pendant des heures après la fin du tremblement de terre. La piscine de l'Université d'Arizona, par exemple, a perdu de l'eau à cause d'une sèche causée par un tremblement de terre au Mexique qui s'était produit à 1200 km de là. Le 27 février 2010, un violent tremblement de terre s'est produit au Chili avec une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter. En conséquence, la croûte terrestre de cette région a été déchirée de façon si spectaculaire qu'une ville du nom de Concepción s'est déplacée de 3 mètres vers l'ouest. Un autre tremblement de terre a entraîné le rétrécissement de 3 cm de la plus haute montagne au monde, le mont Everest. Cela s'est produit en 2015 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,5 a provoqué une réduction de plusieurs sommets de l'Himalaya. Les Japonais croyaient que les tremblements de terre étaient provoqués par le Namatsu, un poisson-chat gigantesque vivant dans la boue sous les îles japonaises. Le poisson s'agitait en tous sens, provoquant ainsi une activité sismique. Quant aux anciens Grecs, ils étaient persuadés qu'une puissante divinité marine, Poséidon, produisait les séismes en frappant la terre de son trident dans ses accès de colère. Selon la mythologie hindoue, enfin, ce sont 8 éléphants qui maintiennent la terre en place, eux-mêmes en équilibre sur le dos d'une immense tortue se tenant sur le corps enroulé d'un serpent encore plus grand. Et chaque fois qu'un de ces animaux bouge, un tremblement de terre se produit. Un séisme de magnitude 15 pourrait détruire complètement la planète et faire s'évaporer toute l'eau en quelques secondes, rendant la Terre inhabitable. Plus d'1 demi-million de séismes sont enregistrés chaque année. Mais aucun n'atteint une telle magnitude. 90% des tremblements de terre se produisent dans la ceinture de feu du Pacifique. Le sol y est comme de la gelée. Il tremble presque constamment. Le séisme le plus puissant qui ait jamais frappé la Terre avait une magnitude de 9,5. Une telle puissance est capable d'allonger ou de raccourcir une journée. Or, il se produit sans doute en ce moment même un séisme tout près de vous, causé par un grain de poussière atterrissant sur une table. Mais sa magnitude est de moins 15. Les tremblements de terre se produisent lorsque les plaques tectoniques se déplacent. Ce sont comme des pièces de Lego mal fixées. Lorsqu'elles se déplacent vers le haut, vers le bas ou se heurtent les unes aux autres, le sol se déplace aussi, ce qui déclenche des secousses. Cette énergie est comme celle d'une batterie. Elle peut être stockée pendant très longtemps, jusqu'à 500 ans. Lorsqu'elle est soudainement libérée, les conséquences sont terribles. Même les structures les plus solides succombent à cette force implacable qui provoque d'immenses destructions. Dans certains cas, les tremblements de terre peuvent même déclencher des tsunamis, amplifiant le chaos. Une telle puissance peut fissurer et ouvrir le sol et causer des dommages d'une grande gravité. La force d'un tremblement de terre est mesurée par l'échelle de Richter, mais on la mesure aussi par l'échelle de magnitude de moment. Lorsqu'il y a un séisme, nous entendons parler de sa force. Elle est généralement de 1 à 10. Heureusement, nous n'avons pas encore eu de tremblement de terre de puissance 10 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre le plus puissant de l'histoire moderne s'est produit au Chili dans les années 60. Il était d'environ 9,5 sur l'échelle de Richter. Et il a modifié la rotation de la Terre et la durée de nos journées de près de 2 millisecondes. Il a également provoqué un tsunami d'une grande violence et affecté une vaste zone de 4000 km². L'échelle de Richter n'a en réalité pas de limite. Cependant, tout ce qui dépasserait les 25 n'aurait pas besoin d'être mesuré car si cela arrivait, nous nous transformerions tout simplement en poussière et personne ne se soucierait de mesurer la catastrophe. Comme nous l'avons dit, le tremblement de terre le plus violent avait une magnitude de 9,5. Si cette magnitude avait été plus forte d'1 demi-point seulement, cela aurait créé une ligne de rupture de 3500 km de long. C'est presque 7 fois la taille du Wyoming. Un tremblement de terre de magnitude 11 créerait une fissure courant sur la moitié du globe. D'immenses tsunamis frapperaient dans les zones côtières, détruisant tout. Et nous connaîtrions une crise environnementale de grande ampleur. Si vous aimez la randonnée, vous auriez alors de nouvelles montagnes à explorer, créées par le terrifiant tremblement de terre. Même la température pourrait augmenter en raison des éruptions volcaniques et des gaz à effet de serre résultant de ce désastre. Notre planète serait comme un four brûlant. Les zones les plus sûres seraient celles qui sont le plus éloignées des villes, des mers, des océans et des montagnes, où les glissements de terrain seraient plus rares.
Les pays non préparés aux tremblements de terre seraient totalement détruits et les villes se transformeraient en tas de décombres et de poussière. Et monter encore sur l'échelle de Richter ne ferait qu'aggraver les choses. Mais rassurez-vous, un tremblement de terre de cette puissance est impossible. La Terre ne dispose pas d'assez d'énergie pour produire de tels séismes. Mais il y a quelque chose qui possède beaucoup plus de puissance et qui peut provoquer des méga-séismes. Les astéroïdes ont suffisamment de force pour détruire notre planète, comme nous le savons bien depuis l'ère des dinosaures. Cet astéroïde faisait environ 10 km de long et a causé d'énormes dégâts sur la planète. Il a déclenché des tremblements de terre qui ont secoué le sol pendant des mois. Ces tremblements de terre étaient environ 50 000 fois plus violents que le fameux séisme du Chili. Et ils ont provoqué un tsunami 30 000 fois plus puissant que le tsunami de l'océan Indien. Pourtant, ce dernier était l'un des tsunamis les plus dévastateurs à avoir jamais frappé la Terre. Les tremblements de terre causés par l'astéroïde en question avaient une magnitude de 11, ce qui en fait la catastrophe naturelle la plus puissante et la plus effrayante jamais enregistrée. Espérons que cela ne se reproduise pas. Le tsunami de l'océan Indien n'a affecté que certaines zones. Le tsunami de l'astéroïde, quant à lui, a affecté la planète entière et ses vagues mesuraient 10 mètres de haut. Même si vous aviez voyagé jusqu'à l'endroit le plus reculé de la Terre, vous n'auriez pas pu échapper à ce cauchemar. Un séisme de magnitude 15 ne serait pas 50% plus fort que le séisme du Chili. Cette échelle ne fonctionne pas comme ça. Il serait environ 100 millions de fois plus puissant qu'un séisme de magnitude de 9,5. Il pourrait faire s'évaporer toute l'eau sur Terre, nous laissant dans un désert immense sans possibilité de survie. Tous les écosystèmes s'effondreraient, toutes les chaînes alimentaires seraient rompues, et probablement seules quelques bactéries ultra-résistantes survivraient à ce fléau. Et ce n'est de là qu'une toute petite partie de la catastrophe qui surviendrait alors. L'océan régule la température de notre planète. Sans lui, la Terre serait super chaude. L'océan sert également de bouclier contre les puissants rayons du soleil. Il absorbe la chaleur et refroidit la Terre. Selon les scientifiques, le plus grave pour nous serait l'impossibilité pour la croûte terrestre de résister aux violentes secousses d'un tremblement de terre de magnitude 15. Si par miracle notre planète survivait et ne tombait pas immédiatement en poussière, il y aurait quand même d'énormes failles dans sa croûte. Le sol deviendrait gélatineux. Il bougerait de manière aléatoire, vers le haut, le bas, la gauche et la droite, et aucun bâtiment ne pourrait tenir. Nous serions renvoyés à l'époque de Stonehenge. De tels mouvements tectoniques sont extrêmement dévastateurs. Une chose similaire s'est produite au Japon, lorsque les plaques tectoniques se sont écartées d'une 50aine de mètres l'une de l'autre, puis se sont rapprochées, créant un séisme de magnitude 9. Aucun endroit sur Terre n'est à l'abri de ce phénomène naturel qui fait froid dans le dos. Pourtant, certaines zones sont plus susceptibles d'être détruites que d'autres, comme la ceinture de feu, où se produisent 90% des séismes. C'est un endroit où les séismes sont presque quotidiens. La ceinture de feu est située dans l'océan Pacifique. Elle forme comme un anneau le long des continents qui bordonnent le Pacifique. Là, plusieurs plaques tectoniques se rencontrent, et le sol y est extrêmement instable. Pour rendre le problème encore plus terrifiant, 75% des volcans actifs se trouvent dans cette zone. 90% des volcans endormis s'y trouvent également, rendant cet endroit extrêmement dangereux. Les scientifiques surveillent attentivement cette région et cherchent un moyen de prédire quand le prochain séisme frappera. Mais la ceinture de feu n'est pas le seul endroit à risque. En Californie, le long de la faille de San Andreas, 2 plaques tectoniques ont accumulé de l'énergie pendant plus de 200 ans. La faille de San Andreas s'étend sur 1150 km et pourrait causer un puissant tremblement de terre. Les gens de cette région ont très peur des séismes. Celui de San Francisco en 1906 a marqué les esprits. Il avait une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Les prédictions des scientifiques sont effrayantes. Ils disent que la probabilité d'un tremblement de terre de magnitude 6,7 est très élevée dans la région. Si tout commence à mal tourner, il vous faudra savoir quoi faire. Évitez tout ce qui peut vous tomber dessus. Fenêtres, placards et plafonds instables. Les experts ont l'habitude de dire que dans de telles circonstances, il faut se baisser, se couvrir et s'accrocher. Restez près du sol. Cachez-vous sous quelque chose de stable et ne bougez pas jusqu'à ce que les secousses cessent. Restez même sous votre abri pendant 2 minutes de plus, au cas où il y aurait des répliques ou des chutes de débris. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Si ça sent le gaz, n'allumez pas les lumières et ne faites rien qui pourrait l'enflammer. Restez fort et gardez courage.